Au dîner, ma belle-mère m'a jeté de la soupe brûlante au visage et a souri. Voilà ce que tu mérites pour être une bonne à rien. Le liquide incandescent m'a ébouillanté la peau pendant que tout le monde se contentait de regarder. Ma belle-sœur a dit, elle a raison. Tu nous mets toujours dans l'embarras. Mon mari a ri. Enfin, quelqu'un qui la remet à sa place. Lorsque ma fille de 6 ans a essayé de m'aider à essuyer mon visage, ma belle-mère l'a giflée violemment. Ne la touche pas, assieds-toi. Ma belle-sœur a jeté son café chaud au visage de ma fille. Ça, c'est pour l'attitude de ta mère. Mon mari m'a repoussée sur ma chaise. Reste assise et encaisse. Puis il a donné des coups de pied dans les jambes de ma fille sous la table. Arrête de pleurer ou ce sera pire. Je n'ai rien dit. J'ai simplement essuyé mon visage brûlant, j'ai pris ma fille et je suis partie sans un mot. Mais avant de partir, j'ai passé un rapide coup de fil. Ce qui s'est passé ensuite? Ils ne l'ont jamais oublié. J'ai grandi en croyant que le mariage signifiait un partenariat. Mes parents ont incarné quelque chose de magnifique pendant 32 ans avant que mon père ne décède d'une crise cardiaque quand j'avais 24 ans. Ils avaient des désaccords, bien sûr, mais il y avait toujours du respect. Toujours de la tendresse sous-jacente à toute frustration passagère. Ma mère, Dorothy, nous a élevés, mon jeune frère et moi, avec l'idée que l'amour exigeait du travail, mais qu'il ne devrait jamais exiger le sacrifice de sa dignité. J'aurais aimé me souvenir de cette leçon plus tôt. Rencontrer Carter Walsh pendant ma dernière année d'école d'infirmière m'a semblé être le destin à l'époque. Il était charmant d'une manière qui vous faisait sentir spécial, comme si son attention était un projecteur qui ne chauffait que vous. Sa famille possédait une chaîne prospère de cabinets dentaires dans 3 comtés et Carter travaillait comme directeur des opérations. Beau, bien établi, issu d'une bonne famille. Ma mère l'a d'abord adoré. Mon frère Travis l'a approuvé après leur première rencontre lors d'un dîner dominical. Avec le recul, les signes avant-coureurs sont apparus tôt mais se sont déguisés en intensité. Carter appelait constamment pendant nos premiers mois ensemble. Il envoyait des textos si je ne répondais pas en quelques minutes, se présentait à l'improviste à mes stages cliniques avec des fleurs. Mes amis décrivaient cela comme romantique. Ma colocataire disait qu'elle aimerait que son petit ami se soucie autant d'elle. Ce n'est que plus tard que j'ai reconnu une surveillance déguisée en dévotion, un contrôle sous le masque de l'inquiétude. Sa mère, Judith, est entrée en scène au cours de notre 3e mois de relation. Elle a organisé un dîner formel chez elle, une vaste demeure coloniale dans une banlieue aisée où chaque meuble coûtait plus cher que ma voiture. Des lustres en cristal illuminaient une salle à manger pouvant accueillir 20 personnes. Judith présidait la soirée comme une monarque accordant audience, son sourire n'atteignant jamais tout à fait ses yeux alors qu'elle évaluait mes manières à table, mes choix vestimentaires, mes contributions à la conversation. Morgan a assisté à ce dîner avec son fiancé de l'époque, Derek, affichant déjà le mépris qui caractériserait toute notre relation. Elle interrompait mes tentatives de conversation, corrigeait ma prononciation de cépages que je n'avais jamais rencontrés avant le monde de Carter, et échangeait des regards entendus avec sa mère chaque fois que je commettais une erreur sociale invisible. Carter ne remarquait rien de tout cela ou feignait de ne pas le faire, riant aux blagues familiales dont je ne saisissais pas la chute. Le mariage a eu lieu 18 mois après notre premier rendez-vous. J'avais 26 ans, je débutais ma carrière à l'hôpital Mercy Général et j'étais convaincue d'avoir trouvé ma personne. La mère de Carter, Judith Walsh, a tout organisé avec une précision militaire. À l'époque, j'ai interprété sa nature autoritaire comme de l'enthousiasme. Sa sœur, Morgan, a servi de demoiselle d'honneur peu enthousiaste, mais j'ai mis cela sur le compte du fait que nous apprenions encore à nous connaître. Ma mère, Dorothy, a exprimé de discrètes réserves pendant la période des fiançailles. Elle n'a jamais critiqué Carter directement, posant plutôt des questions douces sur nos modes de communication, sur ce que je ressentais lorsque nous étions en désaccord, sur le fait que sa famille me mettait à l'aise ou non. J'ai rejeté ces inquiétudes comme de la surprotection, l'hésitation naturelle d'une veuve qui craignait de perdre sa fille au profit d'une autre famille. Travis a essayé une fois, mentionnant que Carter semblait possessif d'une manière qui lui rappelait un colocataire d'université dont la relation s'était mal terminée.
Je l'ai accusé de jalousie, de ne pas vouloir que je sois heureuse, de projeter ses propres échecs amoureux sur ma réussite. La cérémonie elle-même était magnifique, une production qui a coûté plus cher que mes prêts étudiants. 300 invités ont rempli une église historique que la famille de Judith fréquentait depuis des générations. Mon côté comptait peut-être 60 personnes, des amis et des parents qui semblaient vaguement mal à l'aise au milieu de la richesse évidente qui les entourait. Les vœux de Carter contenaient des phrases que sa mère avait suggérées, des références à un partenariat que les années suivantes révéleraient comme une performance creuse. Notre fille Lily est arrivée 2 ans après notre mariage. Elle est venue au monde en hurlant, 3,6 kg de détermination féroce, et je suis tombée amoureuse avec une complétude que je n'avais jamais connue. Carter semblait assez heureux, bien qu'il se plaignît davantage des nuits blanches qu'il n'aidait pendant celle-ci. De petites fissures sont apparues durant ses premiers mois de parentalité. Des fractures capillaires que je me suis convaincue d'être des difficultés d'adaptation normales. La première fois que Carter m'a vraiment effrayée, c'était 3 semaines après avoir ramené Lily à la maison. Elle avait eu des coliques ce soir-là, hurlant pendant des heures malgré toutes les techniques d'apaisement que j'avais tentées. L'épuisement avait transformé mes pensées en parasites, mon corps fonctionnant en pilote automatique. Carter a fait irruption dans la chambre de bébé vers minuit, m'a attrapé le bras assez fort pour laisser des ecchymoses en forme d'empreinte digitale, et m'a dit que si je ne pouvais pas faire taire sa fille, il trouverait quelqu'un qui le pourrait. Ses yeux contenaient quelque chose d'inhabituel à ce moment-là. Un calcul froid remplaçant la chaleur que j'avais épousée. Il m'a relâché et est parti dans la chambre d'amis, claquant les portes sur son passage. Le matin a apporté des excuses. Des fleurs livrées à la chambre d'hôpital où je travaillais, une promesse que le stress l'avait temporairement submergé. Ce cycle se répéterait des centaines de fois au cours des années suivantes. La violence suivie de remords, suivie d'une escalade. Judith a commencé à venir plus fréquemment après la naissance de Lily. Au début, ses critiques semblaient constructives. La maison pourrait être plus propre. L'emploi du temps de Lily avait besoin de plus de structure. Peut-être que je devrais envisager de travailler à temps partiel puisque je ne pouvais manifestement pas gérer les 2 responsabilités de manière adéquate. Carter ne m'a jamais défendu lors de ses observations. Il hochait la tête, ajoutant parfois ses propres déceptions à la liste. Ces visites ont établi des schémas qui sont devenus de plus en plus difficiles à supporter. Elle arrivait à l'improviste, utilisant la clé que Carter lui avait donnée à mon insu, et réorganisait ma cuisine en commentant mes échecs organisationnels. Les articles de puériculture que j'avais soigneusement sélectionnés étaient remplacés par des alternatives qu'elle jugeait plus appropriées. Les vêtements de Lily, offerts par ma mère, disparaissaient des tiroirs pour être remplacés par des tenues de marque que Judith préférait. Contester ces invasions entraînait la fureur de Carter. Des accusations selon lesquelles j'étais ingrate pour la générosité et l'implication de sa mère. L'isolement s'est produit progressivement. Mes gardes d'infirmière signifiaient que je manquais les dîners de famille, et Carter a utilisé ses absences pour cimenter des récits sur mes priorités. Mes amis de l'hôpital ont commencé à commenter que je semblais renfermée. Je trouvais des excuses, je blâmais l'épuisement, j'évitais les conversations plus profondes sur ce qui se passait à la maison. La femme que j'avais été se dissolvait lentement en quelqu'un qui marchait sur des œufs dans sa propre vie. Le contrôle financier s'est resserré à la même période. Carter a transféré mon salaire sur un compte joint qu'il surveillait de manière obsessionnelle, contestant chaque achat, exigeant des reçus pour les courses. Mes cartes de crédit ont été annulées sous prétexte de simplifier nos finances. Une allocation a remplacé mon autonomie antérieure. De l'argent liquide distribué chaque semaine qui nécessitait une justification avant que plus ne soit fourni. Quand j'ai protesté, il m'a rappelé que la richesse de sa famille rendait mon salaire d'infirmière insignifiant, que je devrais être reconnaissante qu'il me permette de travailler tout court. La communication avec ma mère est devenue de plus en plus difficile à maintenir. Les appels téléphoniques étaient surveillés, les visites supervisées, les rassemblements de vacances chez Dorothy abrégés par les urgences fabriquées par Carter. Travis a cessé d'appeler après que Carter a répondu à mon téléphone un soir et a dit à mon frère que je ne voulais plus lui parler. Le mensonge a duré 3 mois avant que je ne le découvre. Et à ce moment-là, les dommages causés à cette relation ont nécessité des années pour être réparés.
Mes collègues à l'hôpital ont commencé à poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Honnêtement, des ecchymoses sont apparues à des endroits difficiles à expliquer, au poignet et sur le haut des bras, et une fois un œil au beurre noir que j'ai attribué à une porte de placard. Renée, l'infirmière en chef avec 30 ans d'expérience, m'a prise à part après une blessure particulièrement visible et m'a demandé directement si quelqu'un me faisait du mal. J'ai tout nié, terrifié que l'honnêteté n'atteigne d'une manière ou d'une autre Carter, qu'il ne découvre ma déloyauté et ne réponde par une escalade. Elle n'a pas insisté ce jour-là, mais elle n'a pas oublié non plus. Sa patience se révélerait essentielle dans les mois à venir. Au moment où Lily a eu 4 ans, j'étais devenue un fantôme dans mon propre mariage. Les visites de Judith apportaient une humiliation garantie. Morgan me traitait avec un mépris non dissimulé, levant les yeux au ciel à chaque fois que je contribuais à une conversation. Carter avait complètement cessé de faire semblant d'être de mon côté. Il riait de leurs blagues sur ma cuisine, mon apparence, mes prétendues insuffisances en tant que mère et épouse. Quand j'essayais d'en discuter en privé, il m'accusait d'être trop sensible, de créer des drames là où il n'y en avait pas. L'escalade physique a commencé modestement. Une bousculade lors d'une dispute. Sa main agrippant mon bras assez fort pour laisser une ecchymose quand j'essayais de m'éloigner de ses critiques. Ces incidents coïncidaient toujours avec des réunions de famille, comme si leur présence dynamisait quelque chose de cruel en lui. Judith a été témoin de certains de ces moments, et sa réponse était toujours la même, un mince sourire d'approbation. Un Thanksgiving est resté gravé dans ma mémoire avec une clarté particulière. Les parents de Carter accueillaient 30 parents dans leur salle à manger formelle. Des générations de Walsh se sont réunies pour célébrer l'abondance. J'avais passé des heures à aider Judith à préparer, à hacher des légumes, à mettre les tables et à arranger les centres de table selon ses spécifications rigoureuses. Le dîner s'est déroulé sans encombre jusqu'à ce que je me resserve de la purée de pommes de terre, un geste que Judith a observé avec un dégoût visible. Peut-être devrais-tu penser au contrôle des portions, a-t-elle annoncé assez fort pour que toute la table l'entende. Carter a mentionné que tu avais pris du poids. Pas étonnant qu'il travaille de si longues heures ces derniers temps. L'insinuation flottait dans l'air, évidente pour toutes les personnes présentes. Des rires ont parcouru la famille assemblée, y compris celui de Carter. Mes joues brûlaient d'humiliation alors que je posais ma fourchette, l'appétit détruit. Lily, à peine âgée de 3 ans, regardait les adultes avec confusion. Elle était trop jeune pour comprendre. Plus tard dans la soirée, j'ai confronté Carter en privé sur son incapacité à me défendre. Sa réponse a été de m'attraper le poignet et de le tordre jusqu'à ce que quelque chose craque. La douleur irradiait dans mon avant-bras tandis qu'il expliquait que l'embarrasser devant les parents aurait des conséquences que je n'apprécierais pas. L'articulation a été douloureuse pendant des semaines, limitant ma capacité à effectuer certaines procédures infirmières. J'ai dit à mes collègues que j'étais tombée lors d'une course matinale. J'ai tout documenté. Des photos d'ecchymose avec horodatage, un journal caché dans mon casier d'hôpital détaillant les incidents avec date et lieu. J'ai sauvegardé les textos où Carter m'insultait avec des noms qui me font encore frémir en y repensant. Renée a reconnu les signes même lorsque je refusais de les confirmer, et elle n'a jamais cessé d'essayer. Un après-midi, après que j'ai sursauté lorsqu'elle a touché mon épaule de manière inattendue, elle a glissé un morceau de papier plié dans ma main sans un mot. Le numéro appartenait à une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Patricia Okonjo, experte en situation domestique. J'ai gardé ce papier caché pendant 2 semaines avant de trouver le courage de composer le numéro. Patricia est devenue ma bouée de sauvetage pendant 18 mois de préparation minutieuse. Elle a conseillé la patience, la documentation, la construction d'un dossier irréfutable. J'ai obtenu des copies de documents financiers montrant des actifs dont Carter pensait que je ne connaissais rien. Les cabinets dentaires de sa famille avaient transféré des sommes suspectes à des sociétés écrans, probablement de l'évasion fiscale que Patricia soupçonnait mais ne pouvait pas encore prouver. J'ai tout photographié, tenu des registres méticuleux et attendu le bon moment. Notre première rencontre a eu lieu dans un café à 20 miles de chez moi, un endroit choisi spécifiquement parce que Carter ne se rendait jamais dans cette direction. Patricia a écouté sans interruption tandis que je décrivais des années de sévices, son stylo se déplaçant régulièrement sur un bloc-notes jaune.
Quand j'ai fini, elle a fermé son carnet et m'a regardé avec une intensité qui communiquait une compréhension au-delà de l'obligation professionnelle. Vous n'êtes pas folle, a-t-elle dit. Tout ce que vous avez décrit est un cas d'école de contrôle coercitif avec une violence physique croissante. Nous pouvons monter un dossier, mais vous devez être prête à ce que cela prenne du temps. Se précipiter pourrait vous coûter la garde. Ces mots ont recadré toute mon approche. La sécurité de Lily dépendait d'une patience stratégique plutôt que d'une évasion impulsive. Patricia a défini les étapes que je devais suivre, les documents à rassembler, les comportements à documenter. Elle m'a mise en contact avec l'inspectrice Suzanne Morrison, dont l'enquête sur les finances de la famille Walsh a créé une opportunité inattendue. Mon témoignage pourrait étayer des accusations fédérales en échange de protection et de ressources lors de mon départ éventuel. Les 18 mois qui ont suivi ont testé toutes mes limites. Maintenir une façade de soumission tout en préparant secrètement ma libération exigeait une vigilance constante. Les humeurs de Carter fluctuaient de manière imprévisible, la violence arrivant sans avertissement en réponse à des déclencheurs que je ne pouvais pas anticiper. Lily a grandi assez pour remarquer la tension entre ses parents, posant des questions que je déviais avec des explications adaptées à son âge qui ne contenaient aucun mensonge mais taisaient de terribles vérités. J'ai ouvert un compte bancaire séparé à mon nom de jeune fille, y déposant de petites sommes d'argent accumulées grâce aux heures supplémentaires que Carter ne surveillait pas de près. Un box de stockage de l'autre côté de la ville contenait des copies de documents dont Patricia avait besoin, des photos de blessures, des enregistrements effectués lorsque la loi de l'État le permettait. Mon casier d'hôpital contenait un sac d'urgence avec l'essentiel pour Lily et moi, prêt pour le moment venu. Ce moment est arrivé un samedi soir d'octobre lors de ce que Judith appelait un dîner de famille obligatoire dans sa vaste maison en banlieue. Ces rassemblements avaient lieu tous les mois, des représentations où je servais de cible désignée pour la cruauté collective. Lily y assistait toujours car Carter insistait, utilisant notre fille comme levier pour assurer ma conformité. La salle à manger brillait de cristal et d'argenterie. Ce soir-là, Judith avait préparé sa fameuse soupe de courge butternut, servie très chaude dans de délicats bols en porcelaine. Morgan est arrivé avec son mari Derek. Leurs 2 fils adolescents traînaient derrière avec les expressions désintéressées de garçons contraints à des obligations familiales formelles. Carter nous a placés, Lily et moi, en face de sa mère, un arrangement de table qui semblait intentionnel rétrospectivement. La conversation du dîner a commencé avec les sujets habituels. Judith a discuté des rénovations de sa cuisine avec un budget qui dépassait mon salaire annuel. Morgan s'est vanté des exploits sportifs de son fils. Carter a fait état des plans d'expansion de l'entreprise, des chiffres et des projections qui ont fait rayonner sa mère de fierté. Personne n'a posé de questions sur mon travail. Personne ne s'est enquis des expériences de Lily en première année de primaire. Nous existions dans cette pièce comme des accessoires, un décor de fond pour l'autocongratulation de la famille Walsh. Le plat de soupe a présenté une opportunité que je n'avais pas anticipée. Lily, essayant de pratiquer les bonnes manières que je lui avais enseignées, a accidentellement cogné sa cuillère contre son bol. Un petit son, à peine audible par-dessus le monologue de Morgan sur la politique du country club. Mais la tête de Judith a pivoté vers ma fille avec une concentration prédatrice. « Ta mère ne t'apprend donc rien ?» La voix de Judith portait la douceur du poison. Honnêtement, Carter, cet enfant n'a aucune manière. Ma main a trouvé le genou de Lily sous la table. Une petite pression de réconfort. Elle a 6 ans, Judith. Les enfants font parfois du bruit. La température dans la pièce a changé. L'expression de Carter s'est durcie en quelque chose que je ne connaissais que trop bien. Morgan a posé son verre de vin avec une lenteur délibérée. Derek a soudain trouvé sa serviette fascinante. Même les adolescents ont senti quelque chose de prédateur monter. « Tu es en train de me corriger ?» Judith a soulevé son bol de soupe à 2 mains. La vapeur s'échappait encore du liquide orange. Dans ma propre maison, sur la façon de s'adresser au comportement d'un enfant. Mon instinct criait des avertissements auxquels j'avais appris à faire confiance. Je fournissais simplement un contexte. Lily apprend et elle s'en sort merveilleusement bien. Judith a souri. L'expression n'a jamais atteint ses yeux.
Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es une épouse inutile qui a échoué avec mon fils de toutes les manières imaginables. Je pense que tu es une honte pour cette famille. Et je pense que quelqu'un aurait dû te montrer ta place il y a des années. La soupe a frappé mon visage avant que je puisse réagir. Le liquide brûlant a éclaboussé mes joues. Mon front dégoulinait de traînées incandescentes le long de mon cou. La douleur est arrivée par vagues, vive et implacable, me coupant le souffle. La céramique s'est brisée contre la table alors que Judith relâchait le bol après en avoir jeté le contenu. Personne n'a bougé pour m'aider. Carter a ri, un son hideux qui appartenait à un étranger. Morgan a applaudi lentement, ses bagues captant la lumière des bougies. Derek fixait son assiette. Les adolescents regardaient avec la curiosité détachée de spectateurs lors d'un événement sportif. Voilà ce que tu mérites pour être une épouse si inutile, a déclaré Judith, sa satisfaction évidente. Elle a lissé sa serviette sur ses genoux comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Morgan s'est penchée en avant, ses lèvres parfaitement dessinées se courbant vers le haut. Elle a raison. Tu sais, tu nous mets toujours dans l'embarras. À chaque réunion, tu réussis à rendre les choses gênantes. C'est en fait impressionnant à quel point tu es constamment pathétique. Carter a tendu la main pour serrer celle de sa mère. Enfin, quelqu'un qui la remet à sa place. J'attends ça depuis des années. Lily s'est précipitée hors de sa chaise. Des larmes coulant sur son petit visage, elle a attrapé des serviettes sur la table. Elle les a pressées doucement contre ma peau brûlante, ses petites mains tremblantes mais déterminées. Ma fille, à peine sortie de la maternelle, montrant plus de courage et de compassion que n'importe quel adulte dans cette pièce. La gifle est venue sans prévenir. La paume de Judith a heurté la joue de Lily assez fort pour faire basculer sa tête sur le côté. Ma fille s'est écroulée, le choc remplaçant sa détermination à m'aider. Ne la touche pas, a ordonné Judith, sa voix aussi froide que janvier. Assieds-toi immédiatement. Ce qui s'est passé ensuite me hantera à jamais. Morgan a attrapé sa tasse de café, encore fumante d'une récente recharge, et a jeté le contenu directement au visage de ma fille. Lily a hurlé, un son qui s'est gravé à jamais dans ma mémoire. Ça, c'est pour l'attitude de ta mère, a annoncé Morgan, examinant sa manucure comme si elle n'avait pas juste agressé une enfant. Je me suis levée immédiatement, tendant la main vers Lily, mais les mains de Carter m'ont repoussé sur ma chaise avec assez de force pour me couper le souffle. Son visage s'est approché, ses traits tordus en quelque chose de monstrueux. Reste assise et encaisse. Pour une fois dans ta misérable vie, ferme ta bouche. Sous la table, son pied a heurté les jambes de Lily. Une fois, 2 fois, assez fort pour que j'entende l'impact par-dessus ses pleurs. Ma fille a serré ses tibias, sanglotant. Les brûlures de café rougissaient déjà sa peau délicate. Arrête de pleurer ou ce sera pire, a prévenu Carter. La cruauté désinvolte dans sa voix a révélé la vraie nature de l'homme que j'avais épousé. Quelle que soit l'humanité que j'avais cru exister en lui, elle n'avait été qu'une illusion, un masque porté jusqu'à ce qu'il se sente assez en sécurité pour montrer son vrai visage. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. La peur qui m'avait contrôlé pendant des années s'est évaporée, remplacée par une clarté si nette que c'était comme se réveiller d'un long cauchemar. Ces gens avaient blessé mon enfant. Ils l'avaient brûlée, giflée, lui avaient donné des coups de pied pendant qu'elle pleurait. Toutes les conséquences que j'avais craintes en partant semblaient soudain insignifiantes par rapport à ce qui arriverait si nous restions. Je n'ai rien dit. Pas de menaces, pas de déclaration, pas d'explosion émotionnelle qu'il pourrait utiliser plus tard pour me peindre comme instable. J'ai simplement attrapé des serviettes, j'ai essuyé mon visage méthodiquement et je me suis levée. Soulevant Lily dans mes bras, j'ai marché vers la porte sans me retourner. « Où crois-tu aller » m'a crié Judith. « Ce dîner n'est pas terminé. »« Carter, contrôle ta femme. » La chaise de Carter a raclé le parquet. « Reviens ici. » Je suis sérieux. Ma main a trouvé mon téléphone dans la poche de mon manteau. J'ai composé un numéro que j'avais mémorisé des mois auparavant en sortant par la porte d'entrée. Les bras de Lily se sont enroulés fermement autour de mon cou. Inspectrice Morrison, c'est la situation dont nous avons discuté.
Ma fille et moi avons toutes les deux des brûlures visibles. Nous quittons la résidence Walsh maintenant. J'ai besoin que vous me rejoigniez aux urgences de l'hôpital Merci Général. L'appel a duré 15 secondes. Derrière moi, j'ai entendu les pas de Carter se figer sur le porche. Il avait supposé que mon départ était temporaire, que je reviendrais après m'être calmé comme je l'avais toujours fait. La mention du nom d'une inspectrice a introduit une variable qu'il n'avait pas anticipée. L'inspectrice Suzanne Morrison enquêtait sur les cabinets dentaires de la famille Walsh depuis 14 mois. Des allégations de fraude à l'assurance, d'évasion fiscale et de facturation abusive avaient généré suffisamment de rapports d'activité suspectes pour que les autorités fédérales se rapprochent. Je l'avais approché par l'intermédiaire de Patricia 8 mois plus tôt, offrant des documents en échange de protection lorsque je partirais enfin. La salle d'urgence cette nuit-là est devenue le début de la fin pour la famille Walsh. Les brûlures de Lily ont nécessité un traitement, des photographies, des rapports d'incidents officiels. Mes propres blessures ont été documentées de manière approfondie. 2 infirmières avec qui je travaillais ont servi de témoins. Leurs déclarations corroboraient notre arrivée et notre état. Les caméras de sécurité de l'hôpital ont tout filmé. Le docteur Amanda Reyes, le médecin de garde ce soir-là, m'a reconnu des réunions du personnel et a immédiatement compris que ce n'était pas un accident. Elle a photographié chaque blessure avec une précision clinique, dictant des notes dans son enregistreur avec le détachement calme de quelqu'un qui avait vu trop de cas comme le nôtre. Lily est restée sur mes genoux tout au long de l'examen, son petit corps tremblant malgré les couvertures chaudes qu'une infirmière pédiatrique avait enroulées autour de ses épaules. L'évaluation des brûlures a révélé des blessures au 1er degré sur mon visage et mon cou, douloureuses mais peu susceptibles de laisser des cicatrices avec un traitement approprié. Les brûlures de Lily étaient plus préoccupantes, le café ayant éclaboussé directement sa tempe et sa joue. Le docteur Reyes a consulté un spécialiste pédiatrique qui est arrivé dans l'heure, tous deux convenant qu'un soin agressif des plaies pourrait minimiser les dommages permanents. Ma fille a enduré le processus de nettoyage et de pansage avec une bravoure qui m'a brisé le cœur, ne demandant qu'une seule fois si son visage serait différent pour toujours. L'inspectrice Morrison est arrivée avant que l'équipe médicale n'ait terminé son travail. Elle nous a interrogés séparément, protocole standard que je comprenais, même à travers l'épuisement et le choc. Ces questions étaient douces mais approfondies, conçues pour établir des chronologies et identifier des témoins. Quand j'ai mentionné Derek et les adolescents, ses sourcils se sont légèrement haussés. Des témoins supplémentaires renforcent tout, a-t-elle expliqué, surtout des membres de la famille sans motivation évidente pour soutenir votre version. Les services sociaux ont envoyé une représentante avant minuit, une femme lasse nommée Gloria, qui avait clairement été rappelée de son week-end. Elle a évalué l'état de Lily, a posé des questions adaptées à son âge sur la vie à la maison et a documenté des réponses qui apparaîtraient plus tard dans les procédures de garde. Son rapport notait que ma fille présentait des signes compatibles avec le fait d'être témoin de violences domestiques chroniques, des observations qui ont ajouté du poids au dossier que Patricia avait constitué. La police est arrivée chez Judith avant que le dessert ne puisse être servi. Le mari de Morgan, Derek, sentant le vent tourner, a fourni une déclaration détaillée dans les 48 heures en échange de l'immunité contre les accusations de fraude liées à son travail de comptabilité pour les cabinets familiaux. Son témoignage a confirmé non seulement l'agression du dîner, mais des années de crimes financiers qu'il avait aidé à dissimuler. L'enquête s'est étendue rapidement une fois que Derek a commencé à coopérer. Des agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition dans les 5 cabinets dentaires, saisissant des ordinateurs et des dossiers financiers qui ont révélé une décennie de fraude systématique. Les compagnies d'assurance avaient été facturées pour des procédures jamais effectuées. Les demandes de remboursement de Medicare contenaient des informations de patients fabriquées. Les déclarations de revenus ne ressemblaient en rien aux revenus réels. L'ampleur de l'activité criminelle dépassait même ce que l'inspectrice Morrison avait soupçonné. Carter a tenté de limiter les dégâts par le biais d'avocats coûteux financés par sa mère. Il a affirmé que j'avais exagéré, que le dîner avait été conflictuel, mais que rien de criminel ne s'était produit. Ce récit s'est effondré lorsque ses propres neveux, interrogés séparément, ont confirmé avoir vu Judith jeter de la soupe, Morgan jeter du café et Carter agresser physiquement sa femme et sa fille.
Des adolescents sans loyauté envers leur grand-mère ont choisi la vérité plutôt que la mythologie familiale. Les fils de Morgan ont fourni des témoignages qui ont surpris toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Oliver et Nathan, respectivement 15 et 13 ans, avaient été témoins d'années de comportements qu'ils reconnaissaient comme mauvais, même sans le vocabulaire d'adulte pour le décrire. Oliver a décrit avoir vu sa grand-mère gifler un serveur qui avait renversé du vin lors d'une fête. Nathan s'est souvenu de sa mère riant pendant que Carter me réprimandait lors d'une fête d'anniversaire. Leurs déclarations ont brossé le tableau d'une cruauté normalisée qui a renforcé les procédures pénales et civiles. Patricia Okonjo a déposé des requêtes de garde d'urgence dans les 72 heures. Ma documentation couvrant des années de sévices a créé un dossier accablant. Des textos où Carter décrivait ses méthodes disciplinaires. Des photos d'ecchymoses avec des dossiers médicaux d'accidents opportuns. Des dossiers financiers montrant des actifs cachés à la comptabilité conjugale. Les propres mots de Carter l'ont condamné plus efficacement que n'importe quel témoignage n'aurait pu le faire. Les poursuites pénales ont avancé étonnamment vite. Judith a fait face à des accusations d'agression pour les 2 incidents, son statut social n'offrant aucune protection une fois les preuves rendues publiques. L'attaque au café de Morgan contre un enfant a suscité une indignation particulière. Le juge a refusé la libération sous caution après que les procureurs ont invoqué un risque de fuite. Carter a accumulé des accusations allant de la violence conjugale à la conspiration en vue de commettre une fraude. Son implication commerciale dans les cabinets familiaux l'a exposé à une enquête fédérale. Le divorce a été finalisé en 7 mois, un calendrier accéléré que Patricia a obtenu en manipulant habilement le désespoir de Carter de résoudre les affaires avant le début des procès pénaux. J'ai reçu la garde principale de Lily, une pension alimentaire substantielle et la moitié des biens matrimoniaux qu'il avait tenté de cacher. Le contrat de mariage sur lequel sa mère avait insisté contenait des failles que Patricia a brillamment exploitées, rendant ses protections sans valeur. Le processus d'évaluation de la garde a révélé des dimensions du caractère de Carter que même moi, je n'avais pas entièrement comprises. Un psychologue nommé par le tribunal nous a interrogés de manière approfondie, a examiné la documentation et a parlé avec Lily en utilisant des techniques adaptées à son âge. Son rapport a décrit Carter comme présentant des traits narcissiques avec une capacité d'empathie limitée, quelqu'un qui voyait sa fille comme une extension de lui-même plutôt qu'une personne indépendante méritant une protection. Ses propres mots lors de l'évaluation ont sapé tout argument que ses avocats tentaient de construire. L'entretien médico-légal de Lily m'a brisé le cœur même s'il a renforcé notre position. Menée par un spécialiste formé à la communication avec les jeunes enfants, la session a révélé que notre fille avait été témoin de bien plus que je ne le pensais. Elle a décrit avoir vu son père me frapper, entendu des disputes que je pensais s'être produites après son coucher, remarqué des ecchymoses que j'avais essayé de dissimuler. Sa récitation factuelle de ses observations témoignait de la normalisation de la violence dans notre foyer. Les cabinets dentaires se sont effondrés sous l'examen fédéral. Des années de facturation frauduleuse, de codage incorrect et d'évasion fiscale ont généré des amendes dépassant la valeur des entreprises. Les biens personnels de Judith ont été saisis pour régler les jugements. Sa belle maison de banlieue a été vendue aux enchères. Morgan et Derek ont divorcé après que sa coopération avec les enquêteurs a été connue. Leur mariage n'a pas survécu à la fureur de Morgan face à sa trahison. Carter a purgé 18 mois pour des accusations de violence conjugale. Ses crimes en col blanc ont été poursuivis séparément. La prison l'a changé d'une manière que j'ai apprise indirectement par des connaissances communes qui se sentaient obligées de me tenir au courant. La façade charmante qui m'avait attirée des années plus tôt s'est apparemment désintégrée sans la richesse familiale pour la soutenir. Il en est ressorti diminué, travaillant comme chauffeur-livreur, vivant dans un complexe d'appartements qui aurait horrifié son ancien lui. Ses lettres sont arrivées tous les mois pendant la première année après sa libération. Des excuses mêlées d'accusations, des promesses de changement alternant avec des reproches pour sa situation. Je ne les ai jamais ouvertes après que les 2 premières m'ont révélé leur contenu. Patricia m'a conseillé de les garder comme documents mais de ne pas y répondre. Une sagesse que j'ai suivie sans exception. Les lettres ont fini par cesser, remplacées par un silence qui ressemblait à la liberté. La condamnation de Judith pour agression a entraîné une probation plutôt qu'un emprisonnement.
Le juge a cité son âge et son casier judiciaire vierge. Mais les conséquences sociales se sont avérées plus dévastatrices que n'importe quelle peine. Son country club l'a expulsé après que les transcriptions du procès sont devenues le sujet de commérages locaux. D'anciennes amies ont pris leur distance, leurs invitations et leurs déjeuners s'évaporant. Elle a fini dans une modeste résidence pour personnes âgées, seule à l'exception des visites mensuelles de Morgan qui se sont raréfiées. Lily a eu besoin de thérapie pour traiter ce qu'elle avait vécu. Le docteur Rebecca Torres, une psychologue pour enfants recommandée par Patricia, a aidé ma fille à comprendre que la violence dont elle avait été témoin et victime n'était pas de sa faute. Les progrès sont venus progressivement, les cauchemars s'estompant au fil des mois, la confiance envers les adultes se reconstruisant lentement. En 2e année de primaire, elle avait retrouvé une grande partie de l'éclat que la première année de mariage avait promis comme étant son droit de naissance. Ma mère, Dorothy, a déménagé plus près après que tout s'est terminé, vendant sa maison de longue date pour acheter un cottage à 15 minutes de notre appartement. Elle a fourni une stabilité pendant la tourmente. Sa présence constante me rappelant à quoi ressemblaient des relations familiales saines. Travis venait me voir tous les mois malgré son travail exigeant à Seattle. Les appels vidéo comblaient les vides entre les voyages. Retourner travailler à plein temps en tant qu'infirmière m'a semblé être la reconquête d'une partie de moi-même que la famille de Carter avait tenté d'effacer. Mes collègues de Merci Général m'ont accueilli avec la chaleur de personnes qui comprenaient sans exiger d'explication. Renée, l'infirmière en chef qui avait été la première à reconnaître ce que j'endurais, est devenue plus qu'un mentor. Son amitié m'a ancré à travers les dates de tribunal, les audiences de garde et tous les défis pratiques de la reconstruction d'une vie. 3 ans après ce dîner, j'ai croisé Derek dans un café près du palais de justice où il témoignait. Encore une autre procédure liée à l'effondrement de la famille Walsh. Il avait l'air épuisé, plus vieux que son âge, portant un poids que son existence de banlieusard prospère avait précédemment caché. Il s'est approché de ma table avec une hésitation évidente. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là. Au dîner. Je savais que c'était mal, et je suis juste resté assis là. Son aveu m'a moins surprise que ma propre réaction. La colère que je m'attendais à ressentir s'était transformée en quelque chose de plus complexe, une reconnaissance que la complicité prend de nombreuses formes, et que tous ceux qui n'agissent pas ne sont pas également coupables. Tu as aidé finalement. Ton témoignage a compté. Derek a secoué la tête. J'ai aidé quand cela m'arrangeait. Ce n'est pas la même chose. Il est parti avant que je puisse répondre, me laissant réfléchir aux distinctions entre la lâcheté et la cruauté active. Les deux avaient été présentes à cette table, mais elles n'étaient pas équivalentes. Comprendre cette différence semblait important d'une certaine manière. Lily a eu 9 ans au printemps dernier. Elle est brillante et féroce, avec des opinions sur tout, du changement climatique aux heures de coucher appropriées. Sa thérapeute l'a déclarée officiellement épanouie, ne nécessitant plus de séances régulières. Elle pose des questions sur son père de temps en temps, des questions auxquelles je réponds aussi honnêtement que les explications adaptées à son âge le permettent. Les brûlures sur mon visage ont guéri sans cicatrices importantes. Les dermatologues ont géré ce qui aurait pu être des dommages permanents grâce à une intervention précoce. Les brûlures de Lily ont laissé de légères marques près de sa tempe gauche, visibles seulement sous un certain éclairage. Elle les appelle ses « marques de guerrière », un recadrage encouragé par le docteur Torres qui a transformé le traumatisme en quelque chose de valorisant. Morgan a repris contact le mois dernier par un email soigneusement formulé que son avocat avait apparemment relu. Elle a des difficultés financières, son règlement de divorce ayant été épuisé par de mauvais investissements et des habitudes coûteuses qu'elle avait développées pendant sa prospérité. Elle voulait savoir si je pourrais envisager de lui permettre de voir Lily, sa nièce qu'elle avait presque rendue aveugle avec du café bouillant. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Ma fille se souvient de ce que sa tante lui a fait. Permettre à cette femme d'accéder à elle exigerait des explications et des justifications que je n'ai aucune envie de fournir. Morgan a fait son choix ce soir-là, applaudissant la cruauté de sa mère, escaladant la violence contre un enfant. Il y a des conséquences à de telles décisions. Judith est décédée l'hiver dernier, un AVC l'emportant rapidement, selon la nécrologie que j'ai trouvée en ligne.
Les funérailles ont attiré peu de monde, sa destruction sociale garantissant que peu se sentaient obligés de feindre le deuil. Morgan a publié un long hommage sur les réseaux sociaux qui a suscité peu d'engagement. Carter n'y aurait apparemment pas assisté, sa relation avec sa mère s'étant détériorée pendant son incarcération. Je n'ai rien ressenti en lisant la nouvelle de sa mort. Cette absence d'émotion m'a semblé saine. La preuve que le pouvoir qu'elle détenait autrefois sur mon état émotionnel s'était vraiment dissous. Elle avait été un monstre habillé de vêtements coûteux, maniant la cruauté comme une arme contre quiconque elle jugeait inférieur. Le monde contenait moins de danger avec son départ. Construire une nouvelle vie a exigé plus que d'échapper à l'ancienne. J'ai commencé une thérapie moi-même après la finalisation du divorce. Travaillant sur les schémas qui m'avaient rendu vulnérable à la manipulation de Carter, comprenant comment la mort de mon père avait créé un deuil que je n'avais jamais correctement traité. Comment ce deuil m'avait rendu susceptible à quelqu'un qui semblait offrir stabilité et appartenance. Ces prises de conscience n'excusent pas ce que la famille Walsh a fait, mais elles m'ont aidé à reconnaître les signes avant-coureurs que j'avais manqués auparavant. Sortir avec quelqu'un semblait impossible pendant les 2 premières années. Finalement, lors d'un événement caritatif de l'hôpital, j'ai rencontré quelqu'un qui comprenait les histoires compliquées. Thomas est ambulancier, divorcé avec une fille adolescente, portant ses propres cicatrices d'un premier mariage difficile. Nous nous fréquentons depuis 8 mois, avançant lentement, tous deux reconnaissant que la confiance demande du temps pour se reconstruire. Lily l'adore, ce qui compte plus que mes propres sentiments à bien des égards. Il joue à des jeux de société avec elle, prend ses questions au sérieux, n'élève jamais la voix avec colère. Cela semble être des exigences de base, mais l'expérience avec la famille de Carter m'a appris à quel point la véritable gentillesse est rare. Mon frère Travis s'est fiancé le mois dernier à une femme merveilleuse nommée Priya, qui enseigne la chimie au lycée. Leur relation démontre ce que j'avais oublié que le mariage pouvait être. 2 personnes se soutenant mutuellement à travers les défis plutôt que d'utiliser la vulnérabilité comme une arme. Lily est ravie d'avoir éventuellement des cousins, planifiant déjà des activités pour de futures visites. L'appartement où nous vivions pendant les procédures de divorce a été remplacé par une petite maison avec un jardin où Lily entretient un potager élaboré. Tomates, poivrons, herbes qu'elle utilise en m'aidant à préparer le dîner. Ces moments domestiques ordinaires me semblent précieux d'une manière que je n'aurais pas pu apprécier avant de les perdre. Dorothy garde Lily après l'école. Leur lien se renforce à travers d'innombrables après-midi de devoirs et de pâtisserie. Ma mère ne dit jamais « je te l'avais bien dit » à propos de Carter. Elle ne fait jamais référence aux inquiétudes qu'elle avait apparemment nourries mais tues pour soutenir mes choix. Sa retenue est sa propre forme d'amour, me permettant d'apprendre sans remuer le couteau dans la plaie. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Judith n'avait pas escaladé la situation ce soir-là. Si elle avait maintenu la cruauté de bas niveau qui avait caractérisé les dîners précédents au lieu de jeter de la soupe, serais-je encore là, me noyant lentement dans un mariage conçu pour me diminuer? La violence contre Lily a forcé une action que j'aurais pu retarder indéfiniment autrement. Ma fille m'a sauvée en ayant besoin d'être sauvée. Sa vulnérabilité a exigé un courage que je ne pouvais pas trouver pour moi seule. Chaque matin, quand elle descend en courant pour le petit déjeuner, bavardant sur ses amis d'école et ses projets de week-end, je me souviens pourquoi partir était le seul choix possible. Le coup de fil que j'ai passé en sortant de la maison de Judith a duré 15 secondes mais a tout changé. Une conversation a mis en branle des enquêtes qui ont démantelé un empire familial bâti sur la fraude et la cruauté. La documentation que j'avais rassemblée pendant des années a trouvé sa raison d'être. La patience qui avait semblé être de la faiblesse s'est révélée être une stratégie. Ils n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ensuite parce que ce qui s'est passé ensuite, c'était la justice. Imparfaite, tardive, incomplète d'une manière qui me frustre encore, mais réelle, tangible, conséquente d'une manière qui a modifié la trajectoire de vie qui semblait auparavant intouchable. Carter fait maintenant les 2-8 dans un entrepôt de distribution, selon quelqu'un qui l'a croisé récemment. Morgan vend de l'immobilier dans un autre État, son casier judiciaire compliquant l'obtention d'une licence dans notre juridiction. Derek s'est remarié discrètement, sa seconde femme connaissant apparemment son passé.
Les cabinets dentaires qui ont financé des générations d'arrogance Walsh appartiennent à des propriétaires d'entreprises qui ont acheté les actifs à des prix de faillite. Mon visage a guéri. Ma fille s'épanouit. Ma vie reconstruite sur des décombres contient plus de bonheur authentique que mon mariage n'en a jamais connu. La soupe était brûlante. Le café a brûlé mon enfant. La violence de ce soir-là a dépassé tout ce que nous avions connu auparavant, et c'était la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée parce qu'elle a mis fin à tout ce qui avait précédé. Elle a forcé une action que la peur avait empêchée. Elle a créé des documents qui ont alimenté les poursuites, les décisions de garde et les règlements de divorce. Ils nous ont jeté du liquide chaud au visage et ont souri, s'attendant à la soumission. Au lieu de cela, ils ont reçu des conséquences qui les suivront pour toujours. J'ai passé un rapide coup de fil. Puis je suis partie avec ma fille dans les bras et je n'ai jamais regardé en arrière. Ce qui s'est passé ensuite? Ils ne l'ont jamais oublié. Nous non plus. Mais nos souvenirs sont faits de survie, d'évasion, de construction de quelque chose de beau à partir des cendres qu'ils ont créées. Leurs souvenirs sont faits de pertes, de révélations, de voir tout ce qu'ils chérissaient s'effondrer parce qu'ils n'ont pas pu résister à l'envie de blesser une femme et un enfant qui n'avaient rien fait pour le mériter. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Celle-ci en a une.